Bonjour à tous, ici Mohamed Chenouf et bienvenue sur ma présentation Création d'une IA. Commençons par donner une définition simple de ce que c'est qu'une IA des temps modernes. Une IA des temps modernes, c'est une machine capable d'apprendre, résoudre et s'adapter. Ça va être un système qui apprend à partir de grandes quantités de données, des patterns et qui va prendre des décisions ou générer du contenu. C'est pas tout à fait la définition que j'aurais donnée de l'IA à ses débuts, parce que vers les années 1950, c'était rien d'autre qu'un programme qui suit des règles logiques et qui résout des problèmes, pour la plupart mathématiques. Il faut savoir que maintenant, l'IA, elle fait partie intégrante de notre vie. Il y en a vraiment partout, dans les assistants vocaux comme Siri, Google Assistance, dans les recommandations Netflix, YouTube, dans les voitures autonomes. Il y en a aussi sur les traducteurs automatiques tels que Google Traduction. Il y en a aussi sur les chatbots comme Gemini, pardon, ou ChatGPT. Il faut savoir que on dit que l'IA est apparue vers les années 1950-60. Un des premiers programmes s'appelait Logic Theorist et il pouvait résoudre des problèmes mathématiques assez simples. C'était juste un cerveau logique. Un peu plus tard, une autre IA est apparue et a fait le buzz. C'est l'ordinateur Deep Blue qui a battu le champion du monde Garry Kasparov en 1997. C'était la première fois qu'une machine bat un humain à haut niveau d'échec. Alors, comment ça fonctionne? En fait, une IA, c'est rien d'autre que plusieurs algorithmes, des instructions, beaucoup de données pour apprendre, et surtout des techniques de machine learning pour justement faire cet apprentissage. Si on devait donner une définition un peu dev-friendly, je verrais moi l'IA comme une sorte de fonction, f de x égale y, avec x les données d'entrée, image, texte, peu importe, et y la prédiction. Donc ça peut être soit la prédiction d'un texte, soit une réponse, quoi, soit une image, ça peut être un peu de tout. Et l'objectif de la fonction, ça va être donc d'avoir une approximation de la réalité, donc une prédiction suffisamment proche. Euh, Prenons un exemple simple, ça va être, je veux reconnaître un chat. Mon objectif, ça sera de reconnaître un chat. Pour entraîner mon modèle, je vais avoir un dataset, une image et un label. Donc image 1, un chat, image 2, un chien, image 3, un chat, image 4, un chat. Et en fait, ma fonction, ça va être une fonction capable de détecter des patterns communs pour trouver un chat. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est en fait des données qu'on va étiqueter avec des labels pour que notre IA soit capable d'apprendre des patterns. Pour ce qui est du machine learning de manière générale, il y a plein de techniques. Il y a l'apprentissage supervisé qu'on vient de voir, l'apprentissage non supervisé, qui est un système où on n'a pas de label et c'est le modèle qui trouve tout seul le pattern. Par exemple, il va mettre, si en input on a, je sais pas moi, des entiers, certains grands, certains petits, il va être capable de regrouper les grands nombres ensemble, les petits nombres ensemble, créer un groupe A et un groupe B, et, euh, et c'est tout. C'est ce qu'on appelle le clustering. Ensuite, c'est à nous d'interpréter ces différents groupes. Il va juste faire des clusters au final. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'apprentissage par récompense. C'est le renforcement learning. C'est beaucoup utilisé dans les jeux et la robotique. Ça va être une suite d'instructions qui amène à un feedback et l'IA va être capable de s'adapter par rapport à ce feedback. Par exemple, je fais à droite, à gauche, deux fois en avant et à gauche, je perds. Donc l'IA sait ensuite que cette combinaison est une combinaison perdante et donc va adapter ses prochains coups par rapport à ses feedbacks. Et pour finir, il y a le deep learning. C'est c'est ce qui est le plus utilisé. C'est des réseaux de neurones à plusieurs couches que je vais expliquer un peu plus tard. En fait, il faut savoir qu'en machine learning, euh, un des systèmes les plus utilisés, comment ça s'appelle c'est le deep learning supervisé pour classifier des choses. Et c'est justement ce qu'on va utiliser. Moi, personnellement, je suis fan d'animaux, mais je suis incapable de différencier un jaguar et un léopard. Et je pense que vous non plus. J'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé qu'en fait le jaguar il est plus massif que le léopard. Il est de longueur 160 à 185 cm et a des épaules plus larges de 75 à 90, alors que le léopard 120 à 160 en longueur et en largeur 55 à 75. Donc ici, on va faire notre IA. D'abord, on va expliquer ce que va faire notre IA et ensuite on va vraiment la faire au niveau code.
En entrée, on va voir longueur-largeur, et en sortie, on va voir du coup une classification binaire, donc soit léopard, soit jaguar. Qu'est-ce que je viens de montrer sur ce schéma? Eh ben, en fait, c'est un réseau de neurones. Ça, c'est les neurones, ça, c'est les traits, c'est les synapses. Et, euh, et on a un neurone d'output qui est notre réponse finale. Les premiers neurones, c'est nos neurones d'input, donc ça va être la longueur et la largeur. Et au milieu, c'est ce qu'on appelle les neurones cachés. C'est quelques neurones cachés qui vont être calculés pour arriver au résultat final. Pour pouvoir arriver du coup à notre résultat final et donc dans notre cas léopard, parce qu'on a mis 115 et 60, donc c'est une longueur et une largeur assez petite et on avait vu que ici bah, c'est euh, c'est des proportions fines, donc c'est un léopard. Et ben on va tout d'abord normaliser nos valeurs de départ. À quoi ça sert? Ça sert à faciliter l'apprentissage et accélérer l'apprentissage. En fait, si on garde les valeurs de départ des grands chiffres, ça va être compliqué ensuite pour nous de faire les calculs sur les marges d'erreur, etc. Donc, normaliser les données, c'est une étape importante dans le processus. Généralement, pour normaliser les données, on divise par les valeurs les plus hautes qu'on a, ou pour être encore plus précis, on divise par la valeur la plus haute moins la valeur la plus petite. Euh, Ensuite vient l'étape pour calculer les nodes cachés et du coup ensuite notre node finale. Pour faire ça, euh, pour calculer le premier node caché, on fait la multiplication de notre premier node fois notre premier synapse plus notre deuxième node fois notre second synapse et on trouve ce résultat-là. Et ainsi de suite. En réalité, on ne retrouve pas directement ce résultat-là, on retrouve un résultat beaucoup plus grand parce que 1 fois 0,31, ça fait du coup 0,31 et 0,54 fois 0,14, bah ça fait plus, il me semble. Je m'en souviens plus, mais bon, faudrait refaire le calcul. Quoi qu'il en soit, on peut se retrouver avec des résultats qui sont pas directement exploitables parce qu'ils peuvent dépasser ou être plus petits que 1. Euh, du coup, c'est pour ça qu'on utilise une fonction, une fois avoir fait ce calcul-là, qu'on appelle la sigmoïde, qui va nous permettre du coup de trouver des résultats exploitables. La sigmoïde, en fait, elle va prendre en input ce qu'on a trouvé et en output retourner une valeur entre 0 et 1. Cette valeur-là sera ensuite interprétée comme une probabilité entre 0 et 1. Plus ça sera proche de 1 et plus on pourra dire que c'est un jaguar, et plus ce sera une valeur proche de 0 et plus on pourra affirmer que c'est un léopard. Et c'est parfait pour ce qu'on veut faire parce qu'on veut une probabilité binaire, soit un jaguar, soit un léopard. Ainsi de suite, pour calculer l'output final, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc c'est des produits, au final, ça se résume à faire des produits matriciels. Du coup, là, après ces différents calculs, on se retrouve avec un jaguar. Sauf que, si vous vous rappelez bien, on avait un léopard au début. On aurait dû avoir un léopard. Alors, pourquoi on a ce résultat-là? Parce que tout simplement, on a mis au tout début des valeurs aléatoires à nos synapses. Donc, pour rappel, les synapses, c'est ces traits-là. On a mis des vraies valeurs ici, mais les synapses, j'ai pris des valeurs complètement random. Du coup, ben, on se retrouve avec un jaguar au lieu d'un léopard. Un des principes fondamentaux sur les IA, c'est l'entraînement et l'optimisation. Alors l'entraînement, ça va être quoi? Ça va être, tu fais ta prédiction, donc ici un jaguar, tu compares par rapport à la vérité, donc à un léopard 1 ici, tu calcules ton erreur et tu ajustes tes poids qu'on voyait ici. Et tu répètes ça plusieurs fois. Et donc cet entraînement-là, bah, en fait c'est ça ce qu'on appelle l'optimisation. C'est être capable d'ajuster à chaque fois les poids, ajuster par rapport à son erreur. Et plus on fait ça, et plus on se retrouve avec du coup une valeur proche de la réalité. Donc là, pour le coup, si on veut se retrouver par exemple avec un léopard, il faudrait ajuster les poids des synapses pour se retrouver avec des valeurs complètement différentes au centre et avoir un résultat proche du léopard ici. Pour pouvoir ajuster ces poids-là, on utilise une technique qu'on appelle rétropropagation du gradient, ou aussi en anglais, je crois qu'ils appellent ça backpropagation. Euh, c'est une technique avec beaucoup de maths, encore plus que les étapes précédentes. Parce que pour calculer la propagation du gradient, il faut calculer d'abord la marge d'erreur, ce qu'on a mis en input, ce qu'on aurait dû avoir, moins ce qu'on a eu. Ainsi, on calcule l'erreur. Ensuite, on calcule l'erreur delta de sortie. Ça va être l'erreur fois la dérivée de la sigmoïde de ce qu'on a eu, de notre output. Ensuite, on va calculer l'erreur cachée. Ça va être la multiplication matricielle des synapses et de l'erreur delta.
Ensuite, on va calculer l'erreur delta cachée, qui est l'erreur cachée fois la dérivée de la sigmoïde des poids des neurones cachés. Et au final, on va ajuster nos différents poids en faisant le produit matriciel euh, des différentes erreurs delta fois les différents poids de nos synapses. Donc c'est beaucoup de maths que je vais que j'ai essayé d'expliquer assez rapidement ici, mais qu'on va revoir plus tard dans le code, parce que ça sert à rien de passer du temps dessus. Il y a pas grand-chose. En réalité, c'est assez simple. C'est principalement que des produits matriciels et des dérivés de fonctions, donc rien de très compliqué. Pour arriver donc à un résultat très proche de la réalité, bah, il y a rien de sorcier en fait. Ça va être la répétition de notre algorithme. Donc on va répéter, répéter jusqu'à arriver à des poids de synapses complètement différents et du coup un résultat très proche de la réalité. Voilà, on peut partir sur la démo, je pense. Et nous revoici sur IntelliJ, donc mon IDE préféré, sur lequel on va faire notre première IA. Alors moi j'ai choisi Java 21 Spring Boot parce que je suis plus à l'aise dessus, mais vous pouvez faire le même algorithme avec le langage que vous voulez et la techno que vous voulez. Alors première étape, c'est qu'on va définir comment ça s'appelle nos données. Je vais pas mettre un hello world, je vais me dire, je vais mettre IA voilà, IA de classification Léopard Jaguar. Et maintenant, on va du coup créer nos données sur lesquelles notre IA va s'entraîner. Parfait. Donc ça, c'est les données longueur, largeur de nos léopards Jaguar. Et hop, nos valeurs de nos léopards Jaguar. Donc ça, c'est épée, donc Jaguar, fin, donc léopard, épée Jaguar, fin, léopard, épée Jaguar, fin, léopard, épée Jaguar, fin, léopard. Donc ça fait 0, 1, 0, 1, qu'est-ce que je dis? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Parfait. Euh, Maintenant, on va normaliser nos données. Donc c'est la hop, normalisation des données. Et pour ça, on va créer une petite classe utilitaire dans laquelle on va stocker un peu toutes nos fonctions mathématiques. Toutes nos fonctions mathématiques. Hop. Alors pour normaliser nos données, hop, on va devoir créer, donc, comme j'ai dit, une nouvelle classe qu'on va appeler utils, dans laquelle je vais créer cette fonction-là. Hop. Et en fait, ici, on va créer un record pour stocker le min et le max qu'on va utiliser ensuite pour normaliser nos données. Donc la première étape, ça va être de créer une fonction qui est capable de nous retrouver le min max. Donc c'est parti, on va créer d'abord notre record. Hop, voilà, donc le record qui va stocker le min et le max. Ensuite, on va créer notre fonction capable de calculer ce min max scaler. Donc ça va être fit min max, parfait. Alors on va vérifier l'algo. Hop, valeur min, valeur max. Il va itérer sur tout notre tableau ici. Et à chaque fois, c'est un. Donc voilà. Donc il itère sur tout notre tableau et à chaque fois qu'il trouve une valeur inférieure au min, il la remplace. Et à chaque fois qu'il trouve une valeur supérieure au max, il la remplace. Maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à créer notre fonction de normalisation. Donc notre fonction de normalisation, ça va être itérer sur toutes les valeurs de notre input et appliquer la fonction de normalisation qui est notre valeur d'entrée moins la valeur minimale divisée par notre max moins notre min. Ok, donc parfait. Donc là, on a créé notre min max, on normalise x, et voilà. Donc là, c'est bon, on a normalisé nos données d'entrée. Maintenant, on va du coup créer la logique de notre réseau de neurones. Donc on va créer une classe réseau de neurones. Réseau neurones. Voilà. On va, hop, nous, j'arrive classe. Réseau neurones. Boum. Qu'est-ce qu'elle va faire cette classe? Bah, dans le réseau de neurones, ben, vous vous rappelez, pour calculer les nodes cachées, c'est le produit matriciel de ce qu'on a en entrée, donc x, avec les poids des synapses. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au résultat final. Alors, qu'est-ce que va contenir notre classe? Alors, notre classe, elle va contenir bah, du coup tout simplement les différents neurones, les différents synapses et les calculs pour arriver au neurone caché, au neurone final. Donc là, hop, euh, on va d'abord définir la taille d'entrée qu'on va avoir, la taille de sortie, la taille de la matrice des neurones cachés. Ensuite, on va créer la matrice pour les poids des synapses, numéro 1, et pour les poids des synapses numéro 2, qui vont nous permettre de calculer le neurone final. Voilà, donc là c'est pas mal. On va du coup maintenant définir nos valeurs. Donc pour rappel, en entrée on a longueur, largeur, donc taille 2. En sortie, on va avoir une probabilité soit léopard, soit jaguar, donc ça sera de taille 1. Et les neurones cachés, on a pris un schéma assez petit, donc on n'a mis que 3. Pour ce qui est des poids, on va commencer par mettre des valeurs random tout simplement. Donc on va créer une fonction qui met des valeurs random pour nos poids. Hop. Alors, la fonction randomize matrice. Oups.
Ok, on va la mettre en statique, c'est quand même mieux. Hop. Donc randomize matrice, ça va faire un mat.random entre des valeurs aléatoires entre moins 1 et 1. Donc parfait, c'est ce qu'on veut. J'ai encore potentiellement mieux. Donc line i, je vais juste appeler ça. C'est quand même mieux. C'est plus parlant que i et j. Donc là, ça va être row, non, colonne. Et moi, j'aime pas trop ça. Je vais utiliser random. Il faut que du coup je ramène random. Du coup, c'est normalement c'est mat, c'est Java utilise mat, import Java utilise random, parfait. Là, je vais, voilà. Non, c'est ça, hein. Donc parfait. Là, on a notre petite fonction en random matrice qui du coup, euh, qui du coup va générer en fait un chiffre complètement random pour notre matrice. Hop, nickel. Alors là, je préfère utiliser random.next gaussien parce que ça va nous donner des valeurs gaussiennes de moyenne 0 et d'écart type 1 qui sont pas bornées, donc ça va pouvoir nous donner aussi des valeurs négatives. Donc c'est ce qu'on veut complètement des valeurs assez random, mais pas non plus très grand. Et c'est ce que nous propose next gaussien parce que il va à, on va dire, à 70% nous donner des valeurs entre moins 1 et 1. Hop, donc là c'est bon, on a à peu près tout. Nickel, on a tout calculé. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc là maintenant on va pouvoir passer à l'étape prochaine qui est calculer, faire le calcul comment ça s'appelle, de notre nœud final. Je vais l'appeler forward. Hop, hop, hop. Alors qu'est-ce que ça va être? Donc pour rappel, ça va être la multiplication matricielle de nos entrées euh, fois nos poids. Ensuite, on va calculer la sigmoïde. Et ensuite, on va recalculer à partir de ce Z2 la multiplication matricielle de ce Z2 fois nos poids. Et ensuite, réappliquer la sigmoïde pour arriver à notre Z3 qui est notre poids final. Donc là, on a deux fonctions à créer, la sigmoïde et la multiplication matricielle. Donc c'est parti. Euh, sigmoïde, aussi simple que ça. Mais nous, on veut pas juste la sigmoïde. On veut On veut pas la sigmoïde d'une seule valeur, on veut la sigmoïde de toute notre matrice. Hop, de double crochet, crochet de notre matrice qui va être, euh, ça c'est bon, on itère sur notre matrice, ça va faire un sigmoïde de matrice de row colonne. Parfait, c'est bien ce qu'on veut. Alors pourquoi il me... Ah oui, ah oui, ça retourne un tableau de deux. Parfait. Et maintenant, on va créer notre fonction dot, donc qui est le produit matriciel, qui va prendre une matrice A, une matrice B, et qui va appliquer, qui va itérer sur toutes les données, et qui va faire ligne fois colonne. Hop. On va juste rajouter une petite condition, histoire de ne pas faire le produit matriciel pour rien. Si jamais A euh, accroché 0 est différent de B crochet truc, c'est que on ne peut pas faire le produit matriciel. Pour rappel, il faut que les lignes et les colonnes soient égaux pour pouvoir faire le produit matriciel. Autre chose que je vois dans ce qui a été généré, c'est que pour moi, là, résulte, il vaut quoi? C'est un tableau de double dans lequel tu fais plus égal à 1 fois 1. Ok, ouais, c'est pas trop mal. Ok, donc c'est pas mal. Donc maintenant, il reste plus qu'à tester tout simplement, hein. Donc c'est parti, on va tester. Donc ça va être, hop. Par contre, il nous faut une petite fonction pour afficher la matrice, sinon de, on risque pas de comment ça s'appelle, on risque pas de comprendre ce que c'est. Hop, donc c'est parti aussi, une fonction ici qui va printer la matrice. Je vais l'appeler et qui va la formater aussi. Je vais appeler format matrice. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc ça va être une string. On va l'appeler format matrice. Non, je vais utiliser un truc de Java. C'est array.DictoString de matrice. Parfait. Donc ça va faire le taf. Ça va directement nous formater et nous l'afficher. Donc là, hop, système. Alors, hop, sortie actuelle, c'est pas ça du tout. Notre sortie actuelle, c'est notre sortie de base. C'est c'est quelqu'un, je vais donner maintenant.
Qu'est-ce qu'il m'écrit? Ça va être un truc comme ça. Et pourquoi là, pourquoi le format matrice là, il aime pas? Ah, je l'ai mal mis. Je l'ai mis dans Neurone, alors que j'aurais voulu le mettre dans ici. Ok, allez, c'est parti. On va lancer notre algo pour voir ce que ça donne. Ah mince, je peux enlever ça. Alors, donc là, on devait prédire un. C'était quoi un? C'était Jaguar Léopard, Jaguar Léopard, Jaguar Léopard. Et il nous a prédit que des valeurs entre 0 et 5. Donc un peu plus haut que 0,5, donc tous des Jaguars. La prédiction est assez nulle. Donc c'est pas fou. Et c'est normal parce qu'on a mis des poids, comme j'avais dit, aléatoires au début. Et on a fait qu'un tour. Qu'un tour. Donc la prédiction est foireuse. Maintenant, il faut entraîner et lui faire comprendre son erreur. Donc c'est la prochaine étape. Du coup, maintenant qu'on a fait la propagation avant et qu'on a réussi à trouver notre node cachée, il va falloir faire comprendre à notre réseau de neurones qui s'est trompé pour qu'il ajuste ses poids de synapse. Alors pour ça, on va utiliser l'algorithme de propagation du gradient et on va créer du coup une méthode backward pour ajuster justement les poids de ses synapses. Ok, donc là, pour rappel, donc l'algorithme c'est quoi? C'est d'abord, on fait la soustraction de ce qu'on aurait dû avoir, donc y, moins ce qu'on a eu en output. Ensuite, on va calculer l'erreur delta de notre couche finale. Donc ça va être la multiplication de notre erreur, ici, fois la dérivée de la sigmoïde de notre output. Ensuite, on va calculer l'erreur cachée. Donc l'erreur cachée, là je l'ai appelée Z2 error, ça va être le delta, ça va être la multiplication matricielle du delta précédemment calculé fois le poids de nos synapses. Ici je transpose parce que c'est nécessaire pour la multiplication. Ensuite, on va calculer l'erreur delta cachée. Donc ça va être ce qu'on vient de calculer, ça va être la multiplication de ce qu'on vient de calculer avec la dérivée de la sigmoïde de Z2. Donc là, il s'est complètement trompé, il a fait n'importe quoi. Donc ça va être la dérivée de la sigmoïde. Hop, je sais pas ce qu'il a écrit là. Zis.z2. Alors pourquoi il comprend pas c'est quoi le Z2? Ah, parce qu'on n'a pas défini. Donc pour rappel, Z, c'est c'est nos nodes en fait. C'est nos nodes. Donc pour ça, on va créer private final double. Donc Z, ça va être une couche intermédiaire. Z1, Z2, Z1 c'est rien. Et Z3 en fait, hein. Z3, on va aussi créer notre O error, notre delta error, notre Z2 error, notre Z2 delta error. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ici, plutôt que créer ça, ça va être this.z égale this.z2 égale this.z3 égale. Et voilà. Là, c'est mieux. Donc là, il a ces fameux z, etc. Donc parfait. A-t-on besoin d'autre chose? Je ne pense pas. Il reste plus qu'à créer nos fonctions. Je veux juste vérifier un truc. Donc voilà, sigmoïde de Z2, donc ça c'est bon. Et puis après, on va ajuster nos poids de synapse, W1 et W2, qui vont être le produit matriciel de notre entrée fois le delta Z2. Et là, pour ajouter nos points numéro 2, ça va être le produit matriciel euh, de c'est quoi ça? N'importe quoi ça aussi. Ça va être le produit matriciel de la transposée de Z2 avec delta. Donc là, on n'est pas trop mal. Juste, je fais un gros replace, histoire que ce soit un peu moins verbeux. Voilà. Hop là, donc là c'est mieux. Et du coup, il ne reste plus qu'à. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a eu? Ouais, c'est pas faux. On va virer ça, hop. Ok. Même ça, c'est pas final, hein. Donc on va le tirer. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer les fonctions de soustraction, de multiplication, la sigmoïde, la transposition, voilà, toutes les fonctions utilitaires. Donc commençons par la petite fonction de soustraction qui est, que j'ai appelée comment, subtract. Allez, subtract. Alors, subtract, je suis double. Hop là, subtract. Rename, left. Non, je sais pas écrire. Ok, c'est pas mal.
ça va être en boucle, et ça va être gauche, moins droite. Maintenant, on a fait subtract, multiply element wise. Hop, pareil, donc gauche-droite, ça va être hop, pour 1, ça 1 égale 1, multiplié par right, parfait. Ensuite, sigmoïde de la dérivée, ça va être quoi ça? Ça va être fonction dérivée de sigmoïde. Donc déjà, je vais devoir du coup prendre la dérivée de ça. Public, statique, double, sigmoïde prime d'un double. C'est ça, ok, ouais, c'est ça. Ensuite, du coup, on va appliquer comment ça s'appelle la fonction dérivée sur toute la matrice, qu'on va appeler hop, double. Voilà, donc c'est itération, application, bam. Ok, parfait. Alors il nous reste quoi? Il nous reste plus que la fonction de transpose et add in place. La fonction de transpose, euh, ça va être ça va être ça normalement. Donc, la transposition, c'est juste inverser les lignes et les matrices, hein. Assez simple. Donc, parfait. C'est vrai que j'ai pas trop expliqué ce que faisaient certaines des fonctions, notamment multiply element-wise. Donc pour moi, dot multiplication matricielle, tout le monde connaît. Soustraction, c'est bon, soustraction d'une matrice, assez simple. Multiply element-wise, un peu moins connu. C'est ce qu'on appelle Hadamard. Il faut déjà que les matrices aient la même taille. Et en fait, notre output IJ, ça va être AIJ fois BIJ, tout simplement. C'est pas du tout comme une multiplication matricielle. C'est élément fois élément. Ensuite, transposition, c'est inversion ligne et colonne. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Égale matrice de. Donc normalement là ouais c'est plutôt pas mal, c'est très bien même. Et je crois qu'on a fini en fait, hein. Ah non, il nous manque la fonction add in place. Alors, la fonction add in place, ça va être quoi? Ça va être public, static void, add in place. En fait, elle va juste remplacer notre target et lui ajouter ce qu'il faut, ce qu'il faut. Donc en fait, c'est ce qui va ajuster en fait tout simplement nos poids. Donc ça va prendre la valeur qu'on souhaite ajouter à nos poids et bah, ça va tout simplement l'ajouter. Aussi simple que ça. Ok, je la trouve pas très robuste cette fonction-là. Je vais juste un peu l'ajuster parce que euh, hop, je vais faire la colonne. Voilà, donc normalement on n'est pas trop mal comme ça. Ok, je vais juste ajuster cette fonction-là pour la mettre un peu plus robuste. En fait, dans la version précédente, on faisait du target 0.length et bah, en fait ça marche pas si les lignes sont de longueurs différentes. D'où mon petit patch. Voilà, donc là maintenant on a à peu près tout. Ouais, on a même tout maintenant. C'est quoi là? C'est quoi les erreurs qui restent? C'est des erreurs ou pas? Ah, transpose. Double public. Public statique double. Ah, c'est mieux comme ça. C'est quoi là? C'est bon, ça marche. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre fonction back forward, ben on va créer notre fonction d'entraînement. Et ben ça va être quoi? Ça va être public void train. Ah, ah, parfait. Donc ça va être notre output, notre forward, et puis après un back forward de x, y et output. Parfait. Et ben là, ben, on n'a qu'à entraîner notre réseau. Et donc il ne reste plus qu'à voilà, entraîner notre réseau. Donc là, on revient ici. Valeur d'entrée, c'est ça. Valeur de sortie, c'est bien ça. Mais bon, cette fois-ci, en fait, on va pas faire ça. On va faire une boucle. Voilà, c'est parfait. For int i, on va aller jusqu'à 1000 itérations. Hop, je vais juste, euh, je vais juste créer une variable parce que c'est quand même mieux. Hop, private static final. Voilà, comme ça on pourra la changer plus tard si 1000 itérations ne nous suffisent pas. Donc là, ça va nous donner quoi? Hop, valeur d'entrée x, sortie actuelle, sortie prédite. Parfait. Euh, et euh, et c'est tout, hein. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Bah, testons ce qu'on a. Testons ce qu'on a. Utilise round matrix. Non, je m'en fous de ça, c'est quoi ça? Je vais peut-être. On va voir déjà ce qu'on va choper comme résultat et s'il y a besoin, on va arrondir les valeurs. On va arrondir les valeurs à deux décimales. Mais on va commencer déjà à regarder ce que nous pond notre algorithme. Qu'est-ce qu'il a lui? Ok. Alors,
Donc au début, on avait quoi? On avait des valeurs un peu random qui tournaient vers les 0,8. Et petit à petit, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Et qu'est-ce qu'on a vers la fin? Alors, on devait avoir 1, on a eu 0,9. Très bien. On devait avoir 0, on a eu 0. On devait avoir 1, on a eu 0,9. On devait avoir 0, on a eu 0. On devait avoir 1, on a eu 0,8. On devait avoir 0, on a eu 0,1. On devait avoir 1, on a eu 0,1, 0,9, ouais. Ça a l'air pas trop mal. Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'effectivement, j'aurais dû laisser la fonction qui, euh, qui arrondit à deux décimales parce que sinon, c'est vraiment illisible. Et c'est vraiment illisible. Donc, on va créer cette fonction round matrix. On va la créer ici. Alors, statique. Hop. Donc, ça va être un mat.po. Hop. Les valeurs des décimales, parfait. Et on va les appliquer à tous. Parfait. Et bien là, maintenant, on va retester avec ça. Ok. Donc là, on arrive à la millième, hein. Valeur d'entrée, sortie prédite. Donc là, 1, on a quasiment 1, 0, on a quasiment 0, 1, on a quasiment 1, 0, on a quasiment 0, 1, on a quasiment 1, 0, on a quasiment 0, 1, ok, ok, parfait. Donc on est arrivé à un résultat quasiment concluant où notre algorithme, après 1000 répétitions, est arrivé à prédire de manière quasiment parfaite si c'est un jaguar ou un léopard. Bah maintenant, on a envie que, tout simplement, l'algorithme puisse prédire de nouvelles valeurs. Et donc pour ça, on va demander à notre réseau de neurones bah, de faire une prédiction. Qu'est-ce qu'il fait là? Predict, et il va prédire une nouvelle entrée qu'on va appeler double X prédiction. Et on va lui donner quoi comme expédition? On va lui donner, allez, 140 et 60, qui est censé être je crois, un léopard, normalement, parce que c'est des valeurs assez petites. Ouais, ça va ressembler, ça c'est clairement un léopard. C'est parfait. Euh, je vais le mettre là. Et donc maintenant, on va faire notre fonction de prédiction. Alors, notre fonction de prédiction, eh ben, en fait, elle va être assez simple. Ça va être, hop, hop, hop. Ça va être juste un forward, hein, ça va être juste un forward. Je sais pas ce que c'est ça. Ça va être un forward. Mais on va effectivement devoir normaliser d'abord ce qu'on a. Ensuite, faire le forward. Et ensuite, printer les valeurs d'entrée. Et ensuite, printer nos valeurs de sortie. Par contre, je préfère printer la X-prédiction plutôt que normalize input. Je trouve ça plus stylé. Hop. Et ensuite, on va, hop, de matrand de output, avec output qui est le forward. Parfait. Et ben nickel. Et encore mieux, on va faire une interprétation. Si l'output est supérieur ou égal à 5, c'est que c'est un jaguar, sinon c'est un léopard. Et ben parfait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser la fonction predict. Et là, on va. C'est quoi son problème? Ça, c'est pas un tableau de. Voilà. C'est parti. Prédiction. Alors, valeur d'entrée 140, 160. Sortie prédite 0, léopard. Parfait. Il a été clair et net, c'est un léopard. On va mettre une valeur un peu plus haute. 80. On va voir ce qu'il va prédire. Il est catégorique encore, c'est un léopard. J'ai l'impression que notre algo ne marche pas très bien. Effectivement, il y a un petit souci. Il y a clairement un petit souci. Alors, pourquoi? Euh, Prédiction. On va. Ah, mais c'est parce que je crois que dans ma prédiction, je refais le normalize avec ça. Je vais mettre la normalisation ici. Ok. Là, le réseau de neurones. Hop, hop, hop. Là, ça va être X. X prédiction, ça va être normalize de X prédiction row et de scaler. C'est mieux comme ça. Son. Ah, ah, là c'est mieux. Là, on parle plus chinois. Si je remets 140, je sais pas, 75. Ouais, pas mal. C'est un jaguar à sauce, ouais. Euh, il devrait me dire c'est un léopard. C'est bien, c'est bien. Là, c'est clairement un jaguar. Ouais, ouais, ouais.
C'est bien, c'est bien. Là, c'est clairement un léopard. Parfait. C'est nickel. On a trouvé, on a fait une IA qui est capable de dire si c'est un jaguar ou un léopard.